Rémi est un artisan français, spécialisé dans la restauration de peintures à l'huile. Il mène une vie tranquille avec sa femme Lucille, et leurs 2 enfants. Un jour, alors qu'il joue avec eux, il s'enfonce soudainement dans son fauteuil comme s'il glissait dans une flaque invisible. Il se redresse aussitôt, un peu confus, mais l'étrange sensation reste gravée dans son esprit. À partir de ce jour-là, les phénomènes se répètent. Il s'enfonce dans le canapé, parfois même dans son propre lit, avant de réussir à s'échapper de justesse. Comme aucune explication logique ne vient à l'esprit, il se dit que tout cela n'est qu'un délire passager et décide d'ignorer les événements. Un après-midi, alors qu'il travaille dans son atelier avec les enfants, il oublie de fermer le robinet. En quelques minutes, tout l'endroit se retrouve inondé. Cette simple erreur lui coûte très cher. Il perd la plupart de ses œuvres, son argent et sa réputation. Alors qu'il tente de sauver certains de ses tableaux, Rémi s'enfonce une nouvelle fois, cette fois directement dans le plancher. Il se retrouve soudainement au milieu d'un lac, dans un autre monde éclairé par 3 soleils. Complètement perdu, il avance dans l'eau avant d'apercevoir un groupe d'hommes vêtus de peau de bête qui court vers lui. Pris de panique, il recule, et se fait aspirer de nouveau dans les profondeurs. Un instant plus tard, il ouvre les yeux dans son propre monde, en état de choc, tiré de l'eau par un ami venu le secourir. Il sait maintenant que ce qu'il a vu n'était pas un rêve. De retour chez lui, Rémi raconte toute son expérience à Lucille. Mais elle l'écoute à peine, car elle a autre chose en tête. Lucille est tombée amoureuse de son patron, le docteur Geller, et veut emménager avec lui. Elle avoue cette trahison avec un air d'excuse, mais aussi de soulagement, comme si tout était déjà décidé. Rémi encaisse le choc sans un mot. En quelques jours, il a perdu son atelier, sa carrière, et maintenant sa femme. C'est un combo amer qu'on ne souhaite à personne. Malgré la douleur, il essaie de garder son calme. Mais Lucille, elle, a déjà tourné la page. Et pour couronner le tout, elle a l'audace d'amener Geller chez eux pour qu'il le fasse connaissance. Oui, littéralement, chérie, voici l'homme qui te remplace. Rémi, d'une patience presque surnaturelle, ne s'énerve pas. Il se contente de leur dire qu'il partira d'ici quelques jours, les laissant vivre leur idylle sous son propre toit. Plus tard, il rend visite à sa famille, cherchant un peu de réconfort. Il l'écoute distraitement, avant de détourner la conversation vers son petit frère, le chouchou de la famille qui vient d'arriver. Ce soir-là, Rémi se sent invisible, comme s'il glissait déjà hors de son propre monde. Défait, il se réfugie dans la cuisine pour rester seul. C'est alors qu'un nouveau phénomène étrange se produit. Le chat de la maison saute et reste figé en plein vol. Rémi s'approche, le prend dans ses bras et le secoue, mais il reste figé. Le temps semble s'être arrêté. Inquiet mais fasciné, il appelle sa famille. Personne ne répond. Le monde autour de lui s'est figé, silencieux, irréel. Puis soudain, le sol se dérobe sous ses pieds. Il s'enfonce à nouveau plus profondément que jamais, en hurlant à l'aide, mais avant que quiconque ne puisse venir, il est déjà aspiré vers l'autre monde. Quand il ouvre les yeux, il est de retour dans le même monde, la bouilloire à café encore à la main. Rémi avance prudemment sur un sentier, et aperçoit un groupe d'hommes des tribus en train d'égorger un animal. Il s'approche pour leur demander de l'aide, mais comprend vite que c'est plutôt lui qu'il compte servir à leur chef. Sans attendre, il s'enfuit, poursuivi par la meute enragée. Après un moment, il atteint une zone habitée et se réfugie dans une grotte pour échapper à ses assaillants. Mais soudain, une force invisible le saisit et le ramène violemment dans la maison. La cuisine explose sous l'effet de la force. Alerté par le vacarme, sa famille accourt et découvre la pièce ravagée. Rémi, couvert de farine, essaie d'expliquer qu'il vient d'un autre monde. Autant dire que personne ne le croit. Sa mère pense qu'il fait une crise sous le fait que Lucie l'a quitté, et son père veut même appeler un psychiatre. Sous le choc, Rémi s'évanouit net. Quand il reprend connaissance, il se trouve chez le médecin. Mais la visite ne mène à rien, même le docteur refuse de le croire. De retour chez lui, Rémi retrouve son atelier où l'attendent son propriétaire, son assureur et ses clients ont tous venus lui rappeler les dettes qu'il accumule. Mais au beau milieu de la discussion, le temps se fige à nouveau. Les gens cessent de parler, leurs corps immobiles comme des statues. Avant même qu'ils ne comprennent, Rémi sent le sol s'effondrer sous lui. Il s'enfonce une fois de plus dans les profondeurs, impuissant. Quand il ouvre les yeux, il sort d'un panier suspendu à un arbre. Autour de lui, les mêmes hommes des tribus le regardent avec admiration, comme s'ils attendaient ce moment depuis toujours. La foule l'acclame, s'attendant à le voir descendre en volant, mais Rémi s'écrase au sol après une chute de 3 étages. Ne comprenant pas leur langue, il tente de leur parler, en vain. Jusqu'à ce qu'on le force à avaler une baie verte, censée être sacrée. Quelques secondes plus tard, il comprend enfin leur langue. Le chef du village s'avance, et lui révèle la vérité. Depuis des années, leur peuple vit dans la terreur d'un géant dévoreur d'hommes, nommé Zotan. Selon une ancienne prophétie, seul un homme venu d'un autre monde pourrait les sauver. Depuis des semaines, les mages ont donc multiplié les rituels pour faire venir ce sauveur, et Rémi en serait le résultat. Sous le choc, il proteste, il n'a rien d'un héros, encore moins d'un tueur de géants.
Mais ces paroles ne pèsent pas lourd face à la foi d'un peuple désespéré, d'où ils le pendent tête en bas au bord d'une tour. Disons que la négociation prend vite un tournant spirituel. Et il finit par accepter. Alors, il l'enferme dans une grotte isolée, afin qu'il réfléchisse sur un plan pour tuer Zoltan. Affamé et épuisé, il attrape une pastèque posée à côté de lui. Au moment où il la soulève, la réalité bascule à nouveau. De retour dans son monde, Rémi ne perd pas de temps à raconter son expérience, conscient que personne ne le croirait. Il se rend plutôt à la bibliothèque pour enquêter sur la situation, mais Internet ne lui apporte aucune réponse. Alors, il décide de boire énormément de protéines pour se muscler et se préparer à affronter Zoltan. Dans la scène suivante, il retourne dans le monde parallèle, cette fois avec une confiance renouvelée. C'est sa seule chance de prouver sa valeur, et il ne compte pas la laisser passer. Le peuple lui remet une épée spéciale avant de lui demander son plan pour vaincre Zoltan. Rémi leur dit de déménager vers un nouveau village, promettant de les protéger durant le voyage. Les villageois hésitent, prisonniers d'une superstition affirmant que quiconque franchit la frontière, sera frappé par la foudre. Rémi leur prouve le contraire en traversant le premier, les encourageant à le suivre. Ce geste convainc le peuple, qu'il est bel et bien leur sauveur. Après plusieurs heures de marche à la recherche d'un nouveau refuge, ils croisent deux des hommes de Zoltan. Les soldats avertissent Rémi de rebrousser chemin, mais il les affronte en utilisant ses talents d'escrime fraîchement acquis. Il parvient à tuer l'un d'eux, tandis que l'autre s'enfuit prévenir Zoltan. Une fois le calme revenu, les villageois commencent à ramasser le corps du soldat. Quand Rémi leur demande ce qu'ils comptent faire avec, ils découvrent qu'ils veulent le cuisiner et le manger. Horrifiés par cette tradition, il leur ordonne d'arrêter immédiatement. Et comme ils ne veulent pas offenser leur sauveur, ils obéissent sans discuter. Peu de temps après, un groupe d'éclaireurs révèle que Zoltan prépare une attaque contre la tribu. Une guerre est sur le point d'éclater. De retour dans le monde actuel, Rémi se plonge dans des livres sur la stratégie militaire et l'histoire des batailles. Il étudie les formations, la gouvernance, et tout ce qui pourrait l'aider à se préparer. Il découvre qu'un soldat motivé vaut mieux qu'une armée entière. Lorsqu'il retrouve la tribu, il leur fait un discours inspirant. Grâce à ces mots, le peuple retrouve espoir, et se prépare à se battre pour ses familles. Un soir, Rémi décide de rester avec eux. Il passe la nuit entouré de femmes prêtes à tout pour le satisfaire. Mais il se souvient aussitôt de Lucille, et repousse leurs avances. Ce moment lui fait comprendre qu'il est encore profondément amoureux d'elle, et qu'aucune autre ne pourra la remplacer. Quelque temps plus tard, Rémi rentre chez lui, dans le monde actuel. Après avoir pris soin de ses enfants, il retourne dans la tribu, pour se retrouver en plein champ de bataille. Les villageois sont en train de perdre lamentablement. Rémi leur ordonne de battre en retraite vers les hauteurs, évitant ainsi un massacre. Puis il met en œuvre sa stratégie. Il fabrique plusieurs flèches, et s'infiltre dans le camp ennemi, où les soldats dorment encore, et se met à les insulter et à les gifler pour les provoquer. Furieux, il se lance à sa poursuite, exactement comme il l'avait prévu. Les ennemis s'exposent sous la montagne, et Rémi donne le signal à son armée d'attaquer. Il se cache à l'intérieur d'un tronc d'arbre pendant que la bataille fait rage. Ses lectures lui ont appris la plus grande leçon de survie, savoir quand être lâche. Un tiers des ennemis tombent sous les flèches, et les autres pris de panique, s'enfuient. En quelques minutes, la victoire est totale. Le peuple acclame Rémi, désormais leur héros incontesté. Après la guerre, la tribu découvre une terre fertile et décide d'en faire son nouveau foyer. Rémi devient empereur, et met à profit les connaissances de son monde pour améliorer leur quotidien. Sous son règne, le village prospère rapidement et se transforme en une civilisation moderne. Rémi est vénéré comme un dieu, et reçoit de nombreuses concubines. Durant son séjour, il peint même un portrait dans le style de la Mona Lisa, représentant sa favorite. 6 mois passent ainsi, et être empereur change profondément Rémi. Autrefois intimidé par Geller, le nouveau compagnon de Lucille, il est maintenant celui qui inspire la peur. Lorsqu'un conflit éclate entre eux, Rémi le domine sans effort. Ce pouvoir nouveau lui donne une étrange satisfaction, celle de voir l'homme qu'il avait humilié autrefois trembler devant lui. Mais avec le temps, le succès monte à la tête de Rémi. Il devient arrogant, et traite son peuple comme de simples serviteurs. Les villageois obéissent en silence pendant un moment, mais la colère gronde peu à peu. Lorsqu'il comprend que le peuple prépare une révolte, Rémi tente de calmer la situation. Les habitants lui reprochent d'être égoïste, de les faire travailler sans relâche pour construire ses palais, pendant que manque de tout. Il réclame un changement, une vie meilleure, et non plus des monuments à la gloire de leur empereur. Rémi essaie de négocier, mais ses paroles ne suffisent plus. Excédés, les rebelles le capturent et l'expulsent du village. Le grand empereur est à nouveau seul, renvoyé dans son monde d'origine. De retour dans le monde actuel, Rémi rend visite à un ami pour lui demander de l'aide afin d'ouvrir son atelier. Il devient visiblement plus humble que lorsqu'il régnait en empereur. Peu à peu, sa vie retrouve un équilibre. Il fait la rencontre d'une cliente, Delphine, avec qui il noue une relation amoureuse. Tout semble enfin s'arranger pour lui. Mais au moment où leur relation devient plus intime, Rémi se fait brutalement aspirer dans l'autre monde.
La tribu l'a rappelé pour qu'il accomplisse la prophétie et vaincre Zotan une bonne fois pour toutes. Bien qu'il ne veuille pas s'en mêler, il est conduit de force chez Zotan, pour un combat face à face. Le combat est bref et brutal. Sur le point d'être tué, Rémi jette sa lance au hasard, et touche Zotan en plein cœur. À la vue du monstre mourant, la tribu exulte et se prépare à la dernière étape du rituel. Mais Rémi découvre avec horreur qu'il doit être sacrifié, et dévoré pour que la prophétie s'accomplisse. Il s'enfuit dans les bois, tandis qu'un vieux mage détruit l'artefact qui reliait les deux mondes. Sans cet objet, il ne pourra jamais rentrer. Il est bientôt retrouvé et sur le point d'être tué, lorsque soudain, sa concubine récupère l'artefact en flammes, et le jette dans la rivière. Rémi se réveille à l'hôpital, entouré de sa famille. Lucille et Delphine se rencontrent pour la première fois. En découvrant que le divorce n'a jamais été finalisé, Delphine décide de s'éloigner. Lucille, elle, réalise qu'elle aime encore Rémi, et que Gaylor n'était qu'une erreur. Elle lui avoue avoir mis fin à leur relation, et souhaite qu'il se donne une seconde chance. Rémi la regarde avec tendresse et lui demande simplement d'être heureuse, avant de s'éloigner. Pendant ce temps, dans l'autre monde, le peuple érige une statue à son effigie pour honorer leur sauveur. Quelques mois plus tard, Rémi et Lucille se promènent sur la plage avec leurs enfants, savourant enfin une vie paisible. Dans la scène finale, Rémi regarde la télévision et découvre qu'un tableau de la Mona Lisa a été retrouvé sur un site archéologique. Les historiens, convaincus qu'il s'agit d'une œuvre de Léonard de Vinci enfant, la qualifient de portrait médiocre. Assurez-vous de vous abonner, et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé.